Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour ma jolie. Bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour Sid. Bonjour Nella la sardinade. Bonjour Gilienga. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour Gisèle. Bonjour Mbombo. Ravi de vous revoir. Pendant que vous partagez, l'émission va bientôt commencer. En tout cas. Bonjour Majo. Majo Clarel Medja, ça fait longtemps. Bon, oui, bonjour, monsieur Bessala. Je n'ai pas salué que les filles. Bonjour, monsieur Bessala. Je m'excuse, mais monsieur Bessala dit que je ne salue que les femmes. Non, non, il n'y a pas de discrimination. Je salue tout le monde. Bonjour. Je suis très content de vous retrouver. Bonjour, bonjour Sid. Bonjour Germaine. Biologie. Bonjour Alima Madeleine. Je suis ravi de vous revoir. Oui, bon, oui, j'ai bien compris que c'était un peu d'humour. Hein. J'ai pas pris ça à la lettre. Bonjour, bonjour, Michelina Camroes. Oui. Bonjour. Bonjour. Il y a à peu près 15 minutes. Vous savez que je n'aime pas. Oui, bonjour Jackie. Bonjour Jackie, Madame Yambala. Bonjour Octavie Bakali, Marie. Bonjour Maggie, Abbesse. On peut y aller? Oui, on va y aller, on va y aller. Voilà. Notre invité veut qu'on y aille. En général, nous, on attend souvent un peu avant de pouvoir lancer l'émission parce que le temps que vous partagez, même si moi, j'ai pas toujours, demande pas toujours de faire des partages massifs, mais c'est toujours bien de partager, de biper vos amis. Comme ça, vos amis savent qu'on a commencé la diffusion. Voilà. 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 Très bien. Oh.
Bonjour. Maintenant, je suis. On va commencer l'émission parce que nous avons un hôte spécifique qui est venu nous rejoindre, dont le but est de venir ici partager ses connaissances avec nous. C'est Monsieur Enom Eyome, ce que beaucoup connaissent déjà. Beaucoup le connaissent. Il a écrit beaucoup de livres. C'est un intellectuel reconnu, remarqué. Il a des positions, il est politicien, essayiste, romancier. J'ai essayé de faire le tour de ses œuvres et je vous assure, j'ai pas pu faire le tour. Je crois que comme il est là, il va pouvoir nous parler lui-même de ses œuvres. On va commencer par ça. En tout état de cause, aujourd'hui, ce qu'on va faire, ce sera précisément parler de la période entre 1900, à peu près 1946 et 1960, l'histoire du Cameroun avec le bouillonnement politique qu'il y a eu à ce moment-là. Pourquoi c'est important de parler de cette période? C'est parce que c'est à ce moment-là qu'il y a une véritable conscience des indépendances. Il va pouvoir vous donner beaucoup plus d'explications, après. Parce qu'il se fait que pendant la Première Guerre mondiale, enfin pendant la période allemande, on se battait déjà contre l'oppresseur. Mais on n'avait pas une véritable conscience d'indépendance. Pendant la période française aussi, on s'est battu contre les Français. D'autres souhaitaient qu'on revienne au Cameroun allemand. Vous savez très bien que Hitler, je crois que c'était en 1900, un peu avant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, avait décidé qu'il allait reprendre des mani militari, les colonies qu'il avait perdues après le traité de Versailles. Donc à partir de ce moment-là, même les Camerounais qui allaient en guerre, ils allaient plutôt parce qu'ils étaient pro-français, mais pas forcément parce qu'ils étaient des indépendantistes. Donc le véritable bouillonnement indépendantiste va commencer à partir de 1946. C'est tout ce que vous connaissez, Oumniobé, au Sendé Afana, et c'est là où les Camerounais prennent conscience qu'ils, maintenant, ils peuvent demander les indépendances. Ils ne sont plus considérés comme des gens qui se battent pour être sous tutorat, sous mandat, français ou allemand. Voilà globalement ce qui va se passer. Il est donc très important, quand on veut comprendre la politique aujourd'hui, la politique camerounaise, il est très très important de comprendre cette période-là. C'est une période qui a été très très agitée, très très mouvementée. Vous êtes assez au courant de toutes ces choses, enfin de certaines choses, mais vaguement. Normalement, nous avons alors M. Enon Meyomese, qui non seulement est né quelques années avant les indépendances, je vous le présente. Bonsoir Enon, tu es en Bonsoir. antenne, tout le monde te voit maintenant, je te présentais, maintenant on est deux à l'antenne. Donc, nous avons le plaisir de recevoir M. Enon Meyomese. J'ai d'abord pris la peine de te présenter, donc j'étais tout seul à l'antenne. Maintenant, nous sommes tous les deux. Je n'ai pas voulu parler de ton œuvre parce qu'elle est immense. Je suis allé voir. Il y a les essais, il y a des romans, il y a un peu de tout là. J'ai voulu lire un tout petit peu, mais après moi-même je me suis dit que non, il y a personne mieux placé que vous-même, même si on se tutoie en particulier, mais comme on est en émission, on va se dire vous, pour parler de votre œuvre qui est immense. Vous avez écrit dessus, vous avez fait des recherches sur cette période, vous avez fait des essais, certains, parfois des pamphlets, des romans. Donc vous avez eu beaucoup de documents. Je rappelle pour ceux qui ne savent pas que vous avez été en prison pour vos idées politiques. Beaucoup de gens ne le savent pas. Donc il y a beaucoup de gens, nos auditeurs, qui apprennent à vous connaître. Et c'est pour ça que j'ai pris la peine d'essayer de présenter. Enfin, à partir de maintenant, ils vont vous connaître. Avant qu'on ne commence l'émission, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez nous parler de
de ce qu'il y a. Dites vous-même, dites-nous vous-même d'ailleurs, pourquoi je vais parler à votre place. D'accord, grand merci. C'est un formidable honneur que vous me faites que de m'inviter à parler de l'histoire du Cameroun. C'est une grande passion pour moi, la littérature et la politique. Mais la politique, pour la comprendre, il faut connaître l'histoire. Elle est basée sur l'histoire parce que c'est la vie des hommes. Et cette chaîne de télévision m'a demandé si je pouvais, pendant quelques jours, parler un peu de ce que j'ai pu glaner à gauche, à droite comme information sur notre passé commun. J'ai accepté avec joie. Je ne pouvais que m'en réjouir. Je me nomme Enom Yormese, je suis né en 1954, donc 6 ans avant l'indépendance. J'ai vécu la guerre d'indépendance et Tangos à Douala. J'ai eu des têtes coupées, la Newbel plusieurs fois. Les dernières têtes coupées que j'ai vues, c'était à un petit bled appelé Compagnie, pas loin de Bafang, en 1968. En 1964, mon père avait été affecté à Tchang, et là-bas aussi, j'ai vécu le maquis. Il se trouve aussi que le 24 avril 1960, c'était un dimanche, nous revenions du culte et j'ai assisté, étant gosse, à l'incendie du quartier Congo, le célèbre incendie du quartier Congo. Bon, je ne vais pas raconter tout ça longuement. Oui. C'était une introduction. En fait, on est en plein dialogue. C'était une introduction, mais ça, en fait, c'est une façon de dire que vous avez été témoin quand même de certaines choses, au-delà des recherches que vous avez faites. J'ai été témoin et puis j'ai beaucoup visité les archives, celles de Yaoundé, là-bas au palais de justice. Il y en a d'autres au ministère de l'Intérieur, de l'AT, au 4e étage. Là, c'est les archives des préfectures. Tout ce que... Là, vous trouverez tout sur le maquis, là, au 4e étage. Là-bas, elles sont bien conservées. Oui, mais c'est très important parce que ça préfigure un peu le paysage politique du Cameroun après. Vous êtes d'accord avec moi? Il y en a aussi à l'Assemblée nationale, en haut, là-bas, à Ngoekele. Oui. J'y ai séjourné plusieurs mois. J'ai été aux Nations Unies, à New York, aux archives. Là-bas, vous savez, comme nous étions un territoire sous tutelle des Nations Unies, donc il y a beaucoup de documents du Cameroun là-bas. Et en France, il y a les archives de la France d'outre-mer, qui d'abord étaient à Paris et ont été délocalisées à Aix-en-Provence. Donc, vous avez donc tout ce qu'il y avait comme rapport que les administrateurs des colonies faisaient sur la gestion du Cameroun. Ce qui fait que j'ai collecté beaucoup de documents et je m'efforce de les mettre à la disposition du plus grand nombre avant le grand départ. Bah oui, mais ça c'est très intéressant parce que moi dès que j'ai entendu ça, je me suis dit que je vais donc vous demander de nous édifier sur ce passé que les gens présentent souvent de façon approximative. On entend souvent des approximations terribles parce que les gens ne plongent vraiment pas là-dedans. Et alors quand on a un interlocuteur, on a quelqu'un comme vous qui en plus veut vraiment partager avec les autres, on ne peut que sauter sur l'occasion. Et c'est ça qui a motivé qu'on vous demande de venir présenter ce que vous savez. Et évidemment, vous avez choisi la première partie de cette émission, parce qu'on va faire des émissions tous les mercredis, jusqu'à épuisement du sujet, jusqu'à ce que vous soyez épuisés, parce que nous, on ne sera pas épuisés. Donc, vous avez choisi quel thème aujourd'hui? On l'a annoncé déjà. Non, avant de parler du thème, je voudrais qu'on reste encore un peu sur l'histoire du Cameroun. Oui. L'histoire du Cameroun souffre du fait que sa méconnaissance part de la paresse intellectuelle qui nous habite. Nous, les diplômés, agrégés, docteurs et tout, nous n'avons pas compris l'importance de faire ressortir
l'histoire de notre pays et de la mettre à la disposition de tout le monde, c'est-à-dire de la vulgariser. Nous n'avons pas compris cela. Nous sommes bons pour rédiger des thèses et autres, mais nous ne vulgarisons pas l'histoire. Ça, c'est le premier fait. Le deuxième fait est que le gouvernement camerounais, bon, lorsque c'était le parti unique, on va simplifier comme ça pour ne pas vexer quiconque, pour ne vexer quiconque, a beaucoup combattu l'histoire du Cameroun. Là, oui, il ne fallait pas en parler. Donc, il y a aussi ça. Et Juste une petite parenthèse aussi, parce que je veux que les gens comprennent bien. Il y avait le gouvernement camerounais, et il faut savoir qu'à l'époque, Ahidjo n'avait pratiquement pas de pouvoir. C'est la France qui avait le pouvoir. C'est la France qui avait d'ailleurs un contrat de façon à ce que nos programmes scolaires soient décidés par la France. Et que c'est la même France qui ne voulait pas que les gens soient éveillés sur ce qui s'est passé pour des raisons je pense, parce qu'elle ne voulait pas que les populations se retournent contre la France. Je pense qu'il y avait aussi ça, parce que Ahidjo, somme toute, n'était quand même qu'un pantin. Enfin, à mon avis, j'exagère peut-être, mais c'était un pantin. Et à l'époque, un ministre camerounais qui voulait voir Ahidjo, il attendait la permission de la France. Les bureaux d'Ahidjo derrière SCORE à l'époque, il n'y avait que des conseillers français. Donc, approximativement. Bon, oui. Bon, en tout cas, et dernier aspect, bon, ceux qui s'efforcent d'écrire sur l'histoire du Cameroun sont confrontés à un problème d'édition, n'arrivent pas à éditer leurs livres. Donc ça, c'est un gros handicap qui fait que notre histoire n'est pas connue. Bon, maintenant, les gens vous disent ce n'est pas au programme scolaire et autres. Oui, mais pour introduire un pan de l'histoire du Cameroun au programme scolaire, il faut des livres qui soient bien élaborés, qui soient bien documentés, qui soient accessibles. Alors, il n'y en a pas. Donc, bah oui, mais je fais une parenthèse. Rien n'empêche le ministère, un ministère, quel qu'il soit l'enseignement supérieur ou l'enseignement secondaire, de dire, allez, bonjour, monsieur, et donc, oui, monsieur, faites-nous un programme pour ça. Et vous allez vous attribuer dessus, évidemment, ils vont vous rémunérer. Et vous allez écrire un livre, et forcément vous allez proposer, vous allez soumettre des thèmes. Rien n'empêche ça. Je crois qu'il y a aussi, au départ de nos politiciens, le manque de courage politique, le manque d'initiative. Parce que on a... Bah oui, moi je le pense. Pourquoi? Parce que les accords qui nous lient avec la France, du point de vue de l'éducation, sont quand même passés. Laissons d'abord la France. Laissons d'abord la France. Parlons d'abord de nous. Bah oui, mais il faut savoir qu'à la sortie de 60, on n'a pas le droit de faire nos programmes scolaires. Ce sont les accords. Laissons d'abord la France. Laissons d'abord la France. Parlons de nous. Ok, d'accord. Laissons d'abord la France. Laissons la France. Oui, oui. On lui attribue trop de choses. On l'accuse dans beaucoup de choses. Laissons d'abord la France. Ok. Je fais une parenthèse maintenant avant d'entrer dans le sujet. Oui. Vous savez, beaucoup de Camerounais vous disent, oui, les archives françaises ne sont pas accessibles, on nous cache la vraie histoire. Si vous vous mettez à lire les archives françaises, vous serez plutôt déçus. Ce n'est pas ce que vous croyez. Vous allez découvrir d'énormes choses qui vous retourneront le cœur. Ça, je peux vous le dire, parce que moi, je les... Donc, j'ai fait une incursion par là-bas. Que la France, il faut faire très attention. Là, je suis tout à fait d'accord. Vous allez trouver des révélations là-dedans qui vont vous perturber. Ce n'est pas tout à fait comme on croit. Je suis tout à fait d'accord parce que j'ai fait une petite incursion là de ce côté. Je me suis intéressé à ça. D'ailleurs, au livre Cameroun qui a été écrit par des Français, j'ai oublié l'auteur, qui avait d'ailleurs aussi révélé que certaines archives sont disponibles. Peut-être pas sur les archives top secret ou secret militaire, mais on a quand même levé beaucoup d'archives, mais nos historiens ne font pas la démarche d'aller consulter. Ceci étant, ils ne sont pas financés non plus. Parce que si on ne finance pas votre voyage pour aller construire les archives, vous n'allez pas le faire, c'est logique. Bon, laissons ce débat. Il nous a bouffé beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Bon, donc, je me suis proposé de vous parler de la Deuxième Guerre mondiale et du réveil du nationalisme qui s'en est suivi. Donc, le thème était la Deuxième Guerre mondiale, le réveil du nationalisme camerounais. Bon, pourquoi la Deuxième Guerre mondiale? Parce que cette date est une date charnière dans l'histoire du Cameroun. Pour comprendre l'évolution du Cameroun, la Deuxième Guerre mondiale se situe comme un axe, comme vraiment un pivot. Et c'est à partir de la Deuxième Guerre mondiale que vraiment les choses s'embrasent
à partir de 46, même 45, jusqu'à 1960. Donc, il y a eu 14 années, donc de 46 à 60, qui ont été, au cours desquelles l'histoire s'est accélérée. Elle est partie maintenant au galop jusqu'à ce que nous obtenions la proclamation de l'indépendance. Mais pour que nous comprenions bien ce qui s'est passé à partir de 45-46 surtout, ce réveil du nationalisme camerounais, il faudrait que nous comprenions d'abord le nationalisme d'avant. Donc, nous allons en parler. Je ne sais pas si nous aurons suffisamment de temps aujourd'hui, mais je vais essayer d'aller vite sans trop escamoter les choses, afin que, à l'issue de cet entretien, que les gens retiennent quand même la trame de l'évolution du Cameroun depuis l'arrivée des Blancs, pour simplifier. Donc, le nationalisme, on ne va pas revenir sur Samba, sur Douala-Mangabel, ça c'est connu, Ressassé et autres. Partons simplement de la Première Guerre mondiale. Au mois d'août, la guerre est déclenchée ici en Europe. Bon, donc, évidemment aussi au Cameroun. Au mois de septembre, Douala est tombé entre les mains des Anglais, Yaoundé en janvier 1915 et le Nord, c'est le 20 février 1916 que l'armée allemande a capitulé à Mora. Et le Cameroun a été divisé le 4 mars 1916. Bon, ça c'est l'histoire récitée par de l'extérieur. Il faut faire très attention. C'est comme quand les Blancs disent il y a eu des explorateurs qui sont venus découvrir l'Afrique. Oui, ils ont découvert pour eux, mais nous existions déjà. Ils n'ont pas découvert l'Afrique pour nous. Donc, ce que je viens de vous dire là, ça c'est l'histoire vue de l'Europe. Bon, nous-mêmes, qu'est-ce que nous avons fait? Lorsque nous signons, les rois de Douala signaient les traités que vous savez, les fameuses conventions que vous savez, il était question que le protectorat dure 30 ans. Rien que 30 ans. Donc, en 1914, les 30 années étaient écoulées. C'était de 1884 à 1914. Ça fait 30 ans. L'Allemagne ne voulait pas partir. L'Allemagne ne voulait pas partir. La guerre arrive. La France et l'Angleterre envahissent le Cameroun. Et puis, le pays est divisé. Le pays est divisé. Donc, nous, là-dedans, qu'est-ce que nous avons fait? D'abord, nous avons défendu notre territoire. Parce qu'après tout, c'était notre pays. Les troupes quand on dit l'armée allemande au Cameroun, c'est nous effacer. Il faut dire plutôt, moi je préfère que l'on dise l'armée camerounaise sous la conduite des Allemands. Parce que c'est nous qui nous battions. Les troupes, c'était nous. Les militaires ne sont pas venus de plus ou de nord. C'était nous qui étions les soldats. C'est nous qui nous défendions notre territoire. Nous ne défendions pas le Cameroun allemand, nous défendions le Cameroun, notre pays. Juste une question. Est-ce que, comme pour certains auteurs, vous pensez qu'il y avait certains des nôtres auprès des Allemands, certains des nôtres auprès des Français? Est-ce que vous pensez que, parce qu'il y a eu un moment où il y a eu des groupes qui se sont formés, c'est une question de parenthèse, des groupes qui pensaient qu'on devait retourner au Cameroun allemand, qui étaient pro-allemand, et d'autres qui pensaient que la colonisation française était meilleure. Il y avait une confrontation. Certains auteurs pensent que... Je vais faire une suggestion. Oui. Si vous pouvez garder les questions pour la fin. Ah oui, d'accord. Non, en fait, je voulais que ce soit assez interactif pour nos téléspectateurs. Donc, je demande à vous et aux téléspectateurs de garder les questions pour la fin, parce qu'autrement, ça casse le rythme, vous voyez. Lorsqu'on est lancé, ça casse le rythme et puis, bon, on perd le fil de la démonstration. Donc, si vous pouvez garder les questions pour la fin. Donc, j'étais en train de dire que nous défendions notre territoire, c'était notre pays, donc je préfère que l'on dise l'armée camerounaise sous le contrôle des Allemands ou bien sous la direction des Allemands a défendu le territoire camerounais. Les Français et les Anglais étaient devenus les nouveaux envahisseurs après l'invasion allemande qui a démarré donc dès 1914, le mois de juillet 14, et puis avec le bombardement de Bonabéry au mois de décembre 1914, vous savez qu'un navire allemand s'était placé dans le fleuve du Vouri pour raser Bonabéry avec le chef Locke Prezo. Donc, dont le véritable nom était Kouma Mbappé.
Donc ça, on peut dire que ça a été vraiment l'acte le plus cruel que l'Allemagne ait commis au Cameroun, faire installer un paquebot en plein Vouri et pilonner Bonabéry. Donc ça a été quelque chose de terrible. Donc, première invasion, c'est l'invasion allemande. Ça, c'était au niveau de Douala. Et ils ont conquis tout le territoire de cette manière, par la violence, le feu et le sang. Ça, c'était le régime colonial. Ils ont apporté leurs lois, ils ont apporté leur législation et autres et autres. Et nous avons résisté pendant toute la période allemande. Les Allemands n'ont eu de répit, si je peux dire, de répit qu'à partir de 1906-1907. C'est là que vraiment, ils ont vaincu notre nationalisme, notre rejet de cette invasion. Donc, première manifestation de nationalisme, le voilà. Deuxième manifestation, donc, lorsque le pays est doublement envahi par les Français et les Anglais, à partir de 1914, ça s'achève en 1916, mais le pays est divisé, ça vous le savez, et du côté de la France, ils décident maintenant de changer notre nom. Ça, c'est une chose que les Camerounais ne savent pas. Ils ont commencé à nous appeler territoire occupé de l'ancien Cameroun. Ils voulaient changer notre nom, notre appellation. Ils ont gardé cette appellation jusqu'à la conférence de la paix. C'est en 1919, et c'est à l'issue des traités de Versailles qui ont donné naissance à la SDN, à la Société des Nations, League of Nations, qui ont maintenant ramené le nom camerounais. Sinon, les Français voulaient changer ce nom, ils voulaient l'abolir. Ils ne voulaient plus en entendre parler. Ils étaient en train de rechercher un nouveau nom. Maintenant, pendant les traités de Versailles, pendant la conférence de la paix à Versailles, nous sommes... À Paris, oui. Prenez les questions, vous les poserez à la fin, ok? Ok. S'il vous plaît. C'est ça que je fais là, je note un peu les questions, je regarde. Oui, vous, à la fin. Donc, première manifestation des Camerounais après la guerre, la terrible guerre qu'ils ont subie, leur pays a été saccagé, on a tout rasé. Les Français, les Anglais ont tout rasé chez nous pendant la guerre, jusqu'à Mora, c'est vous dire. Donc, lorsque la paix revient chez nous, il y a maintenant la conférence de la paix à Versailles. Là-dedans, les rois Douala envoient des mémorandums, en rappelant que nous avons signé notre protectorat avec l'Allemagne pour 30 ans. Et le protectorat a pris fin en 1914 parce qu'il a été signé en 1884. En conséquence, comme c'est la conférence de la paix pour réorganiser le monde, nous demandons que notre souveraineté nous soit restituée. Bon, le mémorandum qu'ils ont adressé, vous rigolez, une conférence d'impérialistes, ils ont jeté ça à la poubelle. Mais il y a eu un mémorandum demandant, exigeant que que notre indépendance nous soit restituée. Donc, on va s'arrêter une seconde en posant la question suivante. Le Cameroun pouvait-il se gérer en tant qu'État indépendant en 1923? La réponse est oui. Pourquoi? Ce sont les mêmes cadres, le même nombre de cadres formés par les Allemands que nous avons retrouvés en 1960. Je vous rappelle que dans le premier gouvernement de Mida, du 15 mai 1957, il n'y avait pas un bachelier. Le premier bachelier entre dans le gouvernement camerounais au mois le gouvernement d'Assal, donc après l'indépendance, le gouvernement du 15 mai 1960. C'est là qu'on a mené des diplômés de l'université. S'il te plaît, est-ce que tu peux donner... C'est pas une question, est-ce que tu peux préciser? Parce que les gens ne savent pas tout ça. Il faut leur dire le gouvernement est sale à partir de tel moment. Là, ils vont comprendre. Voilà. Oui, si on peut garder les questions pour la fin, c'est mieux. Ok, allons-y alors. C'est mieux. Oui. Donc, nous avions en 1923 des instituteurs comme au Cameroun en 1959-60. Nous avons des infirmiers comme au Cameroun en 1959-60. Nous avions des commis d'administration comme au Cameroun en 1959-60. Nous avions les petits agents, les policiers exactement. L'Allemagne a formé des petits commis en bas. La France et l'Angleterre ont fait exactement la même chose. Exactement. Lorsque nous obtenions l'indépendance, je dois vous le rappeler, nous n'avions pas 5 médecins, docteurs en médecine de faculté. Nous n'avions pas 5 professeurs de lycée disposant du CAPES. Vous voyez? Exactement comme en 1923. Si nous avons pu être indépendants
en 1960, nous aurions pu l'être en 1923. Si nous avions donc pu obtenir, si on nous avait accepté d'accorder l'indépendance en 1923, nous avions la capacité de nous gérer, nous savions déjà travailler dans l'administration exactement comme en 1960. La coopération française est arrivée en 1960. La coopération internationale pouvait venir également. Ça veut donc dire que nous pouvions être, en 1923, le deuxième État noir indépendant. Nous avons manqué cette occasion. Le premier État noir indépendant a été Haïti en 1804. Le deuxième État noir indépendant a été le Libéria en 1847. Nous aurions été le troisième État indépendant. Je ne cite pas l'Éthiopie parce que l'Éthiopie n'a jamais été colonisée. Oui, l'Éthiopie est restée... Donc, on ne va pas dire que l'Éthiopie a acquis son indépendance et n'a jamais perdu sa souveraineté. Donc, nous aurions pu être, en 1923, le deuxième État, le troisième État indépendant, noir. Haïti 1804, le Libéria 1847, le Cameroun aurait pu être indépendant en 1923. Ça a été refusé. Mais à partir de là, le nationalisme a repris de plus belle. Là, maintenant, ce n'était plus pour lutter contre l'invasion allemande ou par la suite franco-britannique. Nous avons commencé à adresser des pétitions à la SDM. Je voudrais, cette période est très importante pour comprendre ce qui va arriver par la suite. À partir de 1923, vous savez que les Allemands ont conçu le chemin de fer de Douala après Ezeka. Donc, mais on dit Ezeka, mais en fait Andjok. Donc, ils sont arrivés, quand ils quittaient le Cameroun, le chemin de fer était déjà Andjok, c'est après Ezeka. Et les Français sont arrivés, donc ils ont pris le chemin de fer à Andjok en 1921. Et ils l'ont amené jusqu'à Yaoundé en 1927. Donc, le chemin de fer est arrivé à Yaoundé en 1927, construit par les Français en continuité de l'œuvre allemande. Maintenant, quand les Français arrivent pour construire le chemin de fer, ils ont introduit les travaux forcés. Ça a été quelque chose de terrible. La construction du chemin de fer chez nous a décimé les populations d'une manière effroyable. Et c'est une chose, c'est un manquement grave de la part de nous autres qui nous proclamons des intellectuels camerounais de n'en pas parler du tout. On évoque ça vaguement comme ça, mais ça a été monstrueux, la construction du chemin de fer. Ceux de ma génération qui ont connu des personnes âgées qui avaient été en Ndjok, parce qu'on simplifiait seulement en disant Ndjok, ça a été terrible. Les conditions de travail étaient abominables là-bas. Cela a entraîné maintenant un regain du rejet de la présence française au Cameroun. Donc, on ne les voulait pas déjà qu'ils sont venus envahir notre pays. Ils sont arrivés, ils nous ont interdit de parler l'allemand que nous baragouinions déjà. Ils ont divisé notre territoire, ils ont tout changé. Maintenant, ils arrivent avec cet esclavage-là du chemin de fer. Ça a été quelque chose de terrible qui a énormément révolté les Camerounais. Et les rois d'Ouala, on va simplifier en les appelant comme ça, ont commencé donc à envoyer des pétitions à la Société des Nations à Genève, dont le siège était à Genève. Il était important de parler du chemin de fer. Ça a été quelque chose d'effroyable qui a révolté les Camerounais au plus haut point. Donc, d'abord le chemin de fer. Maintenant, comment est-ce que nous résistons de notre côté? Nous avons, par exemple, quelqu'un comme Samuel Autin. Samuel Autin, qui est le père du chanteur Eboalotin. C'était un pasteur de l'église baptiste qui était là. Baptiste anglaise que l'autre avait apporté, qu'Alfred Sacker avait apporté. Il a donc créé Native Baptist Church, on va traduire en français en disant l'église baptiste indigène. Et il estimait que les blancs là, les prêtres là, les pasteurs étaient des racistes. Et c'est vrai, les pasteurs, les religieux, quels qu'ils soient, les catholiques, les protestants, ont été d'un racisme que vous ne pouvez pas imaginer. Je vous donne des exemples. En Volier, que vous connaissez, si vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissez Volier. Le bâtiment existe toujours en Volier. Il y a un bâtiment à étage là. C'est là que logeaient les prêtres. Les prêtres blancs logeaient en haut, les prêtres noirs logeaient en bas. Il était interdit aux prêtres noirs de monter à l'étage. Interdit. Il y avait une ségrégation pas possible.
Je peux vous citer des cas comme ça de l'Église catholique. L'Église protestante américaine, par exemple, la même chose. Ceux qui sont venus à Ebolova, à Eilat, c'était la même chose. Je vais vous faire rire. Nous, quand on était gosses, on imitait les pasteurs américains. C'est comme ça qu'ils marchaient. Ils marchaient comme ça. On les imitait. Pourquoi ils marchaient comme ça? Parce qu'ils cachaient leurs mains pour ne pas saluer les Noirs. Les pasteurs américains, ils cachaient leurs mains dans le dos. Là, c'est pas amusant. Pour ne pas saluer les Noirs. Pour ne pas saluer les Noirs. Ouais. Il y avait un racisme que vous ne pouvez pas savoir. Qu'est-ce qui vient entraîner comment on appelle ça, l'indépendance de la mission pour cette presbytérienne américaine qui a débouché sur l'église presbytérienne camerounaise? C'est que les pasteurs américains ont commencé à faire voyager leurs subalternes indigènes aux États-Unis. Et l'un des grands pasteurs de l'église de la mission protestante américaine, à l'époque, le pasteur Akwa-Aboumou, dont le père de l'actuel DG du machin des villes, là, des communes, là, là où on était là. Comment on appelle encore ça? Bref. Comment? Le fécond? Voilà. Le père du DG comme son père était dans un des pasteurs. Et on les faisait partir en Amérique. Quand ils ont découvert la ségrégation raciale, ils se sont dit, mais les Américains, les pasteurs nous amènent l'amour de l'homme et ils font la ségrégation raciale là-bas. Pire encore, il avait mangé chez un de ses collègues, homologues, on va dire, et à la fin du repas, on a cassé tous les plats. Donc, il y avait une ségrégation raciale phénoménale dans l'Église, qu'elle soit catholique, protestante, et toutes les ramifications protestantes, adventistes, presbytériennes, baptistes, tout ce que vous voulez. Ségrégation. Donc, voilà comment Samuel Autin décide de mettre que ça suffit. Ils nous apportent Dieu, mais ils nous méprisent. Il a donc créé la Native Baptist Church, qui a été un grand fondement de foyer, comment dire, qui a promis le nationalisme dans la région Douala, on va dire dans la communauté Sawa, comme on l'appelle aujourd'hui. On doit citer ce cas. On doit citer le cas d'un Antillais qu'on appelait Vincent Ganti. Vincent Ganti était un douanier guyanais. Non, Antillais c'est différent. Il était de Guyane, qui est venu à Douala. Il est arrivé à Douala en 1922. En 1922 comme douanier. Et il est arrivé au moment où il y avait cette ébullition, où les gens se plaignaient des travaux forcés, se plaignaient de la maltraitance coloniale, de l'esclavage colonial. Et il a trouvé en plus, quand les Français arrivent, les Français reprennent exactement ce que les Allemands avaient fait, l'expropriation. Parce qu'on parle de l'expropriation de Douala, on croit que ça s'est arrêté avec la pendaison de Douala Mangabé. Non, ça a continué. Les Français ont continué à exproprier les gens à Bali, à Akwa, à Bonanjo. Ça s'est poursuivi. Et sans dédommagement. Les expulsions, on détruisait les villages pour installer les Blancs, les Français. Et donc, la communauté Douala a recommencé à se plaindre de cela, à adresser des pétitions à, comment on appelle ça, à la SDL. Bon, on va passer rapidement parce qu'on va parler de lui. Donc, ce Vincent Ganti, il a pris ça en charge et en 1930, on l'a expulsé. C'est quelqu'un qu'on a expulsé. Il est arrivé en France. En partant du Cameroun, il avait avec lui plein de pétitions pour aller encore défendre la cause des Camerounais auprès de la SDN. Voilà encore un autre foyer de nationalisme. Je vais passer rapidement encore en terminant sur l'affaire de l'hymne national du Cameroun. L'hymne n'est pas né au hasard. L'hymne est né dans une école missionnaire. Pourquoi? C'est bien ce que je vais vous dire. Ces jeunes élèves à Fulassi, ils subissaient le racisme des attention, c'est mon village. Hein? Voilà, ils subissaient le racisme des pasteurs protestants. Oui. Au point où, lorsque vous connaissez l'histoire, il y avait un chef de région qui devait venir en tournée, c'était en 1928, on leur demandait de composer. Bon, ça vous savez, mais ce qu'on sait moins, c'est que quand vous analysez le contenu des paroles de l'hymne, aujourd'hui elles paraissent banales, mais lorsque vous analysez le contenu de ces paroles, au Cameroun, berceau de nos ancêtres, pas la France.
pas la France. Hein? Bon, on va laisser de côté, autrefois tu vécu dans la Autrefois, voilà, autrefois. Et on laisse ça. Mais à toi l'honneur et le grand amour. Hein? Exactement comme dans la prière de Jésus-Christ. Vous voyez, parce que c'était un milieu protestant. Hein? Donc, quand Jésus a donné sa prière aux gens, c'était contre les Palestiniens qui dominaient, non, contre les Romains qui dominaient la Palestine, tout ça. Et dans un milieu protestant où l'église, où l'hymne a été composé, il y a eu cette double influence. L'hymne dit clairement que c'est au Cameroun que nous apportons la gloire. Nous travaillons pour te rendre prospère. Un jour, nous serons arrivés, pas à la France. Aujourd'hui, ça paraît banal, mais en 1928, c'était quelque chose c'était des paroles extrêmement révolutionnaires. À tel point qu'il était interdit de chanter ce chant-là, d'exécuter ce chant. C'est Mbida qui vient en faire un hymne officiel, l'hymne national, en 1957, lorsqu'il est devenu Premier ministre. Ça a été en novembre 1957. Donc, nous nous retrouvons avec tous ces éléments. Maintenant, l'élément le plus important qu'il faut que vous reteniez de cette période, qui a été un des fondements également de l'éveil du nationalisme après la guerre, c'est quoi? C'est que lorsque les Allemands sont chassés du Cameroun en 1916, comme vous le savez, le Cameroun devient un territoire sous mandat de la SDN. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Cameroun cesse d'être un territoire sous contrôle d'un seul pays, d'une seule puissance coloniale, pour devenir un territoire sous contrôle de la terre entière. Je m'explique bien. Pendant la période allemande, nous n'avions qu'un seul envahisseur, une seule personne qui nous dominait. C'était les Allemands. À partir de la transformation du Cameroun en territoire sous mandat de la SDN, nous étions devenus un territoire international. Ça veut dire maintenant que tout le monde pouvait venir. C'est donc comme ça que les Grecs, les Libanais, les Syriens sont arrivés au Cameroun. Les Ajal Massad, les Christopoulos, les Tchékénis, les Mavromatis, et autres, les Ponias, les Kritikos, sont arrivés au Cameroun. Premièrement. Deuxièmement, les Allemands qui étaient partis, les commerçants allemands qui étaient partis, sont revenus au Cameroun. Et c'est là le fait le plus important. Les commerçants allemands revenus au Cameroun se sont mis donc à faire la subversion anti-française, à dire aux Camerounais que vous voyez, ces gens-là, on les a battus à la guerre chez eux, et maintenant ils viennent faire le grand monsieur ici au Cameroun. De toute façon, nous allons reprendre le pouvoir, nous allons revenir vers vous, etc., etc. Cela a amené une subversion permanente, tous ces éléments mélangés, je répète, la colère face aux travaux forcés du chemin de fer, la colère contre les prêtres, les mouvements religieux. Rappelez-vous le roman de Mongo Petit, le pauvre fils de Bomba, où il critique l'Église. Parce que l'Église, je viens de vous le dire, qu'elle soit catholique ou protestante, avec toutes ces variantes, était extrêmement raciste. Toute l'Église. Donc, nous, les indigènes, comme on nous appelait, nous ne voulions pas, nous subissions les prêtres et les pasteurs. Donc la maltraitance au chemin de fer, la maltraitance à l'église, quand on va prier Dieu, on nous maltraite là-bas. Il y avait, j'ai trouvé dans les archives, un prêtre qui s'appelait le Félix, et il avait, je vous raconte cette anecdote parce qu'elle m'a fait rire, quand on venait se confesser à lui, vous finissiez de dire, ouais, j'ai volé la chèvre de ma jambe, ok. Après, il se levait, il dit, mon fils, tourne-toi. Vous tournez, il vous dosait un coup de pied aux fesses. Bon, donc, les gens l'ont appelé le prêtre Botcu. C'était un niveau de mépris. Donc, l'Église, l'hymne national était créé. Les instituteurs qui sortaient de Foulassi étaient affectés un peu partout. Donc, ils amenaient cet esprit. Et vous avez enfin l'action de quelqu'un comme Ganti à partir de la France qui activait, etc., etc. Nous arrivons donc en 1938. En 1933, il les prend le pouvoir. Les commerçants allemands sont là. Ils continuent à dire
aux Camerounais que vous voyez ces nuls-là qui sont arrivés ici. C'est ici qu'ils viennent faire les grands garçons. Là-bas, en Europe, chaque fois qu'on fait le face-à-face, on les tape. Donc, bref, en 1936, 37, 38, quand il a envahi l'Autriche, au Cameroun, c'est l'effervescence totale. Les Allemands leur disent, vous avez entendu, on est en train de reconstituer l'Empire allemand, l'Anschluss. Donc, le Cameroun en fait partie. Le Cameroun fait partie de l'Anschluss. L'Anschluss, c'était le projet de Hitler de rassembler toute l'Allemagne. En effet. De rassembler tous les peuples allemands. Donc, les Sudètes, toutes ces histoires-là. Et nous, les commerçants allemands revenus au Cameroun. Hein? Les gens comme Zenker et autres revenus. Zenker qui a créé Yaoundé. Revenus et autres ont continué à animer de la subversion à l'intérieur du Cameroun. Au point où, au mois de... vers la fin, vers la mi-38, la situation était devenue telle que le gouvernement français s'est trouvé obligé de réagir. Vous voyez là, maintenant, on va entrer dans le sujet, parce que tout ce que j'ai fait là, c'était pour déblayer la foi. Exactement, c'était l'introduction. Maintenant, on va dans le sujet. Juste donc, une minute, parce que la nuit tombe chez moi, j'augmente la lumière. Une seule seconde. Tu peux continuer à parler. J'augmente. Donc, nous nous retrouvons en 38. Merde, j'ai un petit problème de son là. Ah d'accord. Ah d'accord. Un petit problème de son. Oh merde. Petit problème technique. Désolé. Il y a un petit problème technique. Désolé, il y a un petit problème technique. Je ne sais pas si vous avez encore le son, mais moi, je ne l'ai pas totalement. Désolé. Oh, désolé. Excusez-moi, il y a un petit problème technique qui ne me permet plus d'avoir le son. Ça prend juste quelques secondes et il sera réglé. Voilà. Normalement, ça doit aller. Là. Ça va? Tu m'entends? Allô? Tu m'entends? Un petit problème de son. Il y a un petit problème de son. Écouteur, non. Oui, d'accord, ok. Ça doit aller là. On continue? Voilà, c'est parfait là. Donc nous sommes en 1938. Face à la subversion des commerçants allemands, la maltraitance des Camerounais, que subissent les Camerounais vis-à-vis de la France, des colons français, la maltraitance que nous subissons par rapport aux églises, et tout ça mis bout à bout, les travaux forcés et autres, nous commençons à nous dire que bon, nous, si l'Allemagne veut revenir, c'est même une bonne chose. Donc, ça bouge de partout au Cameroun. L'administration coloniale se trouve dans l'obligation de réagir. Il faut faire quelque chose. Ces gens ne veulent plus de nous. Voilà donc comment est-ce qu'à la fin de la guerre, la politique entre au Cameroun à la faveur de cette agitation dont je viens de vous montrer les différentes origines. Les Français créent donc ce qu'ils ont appelé la jeunesse camerounaise française. La jeunesse camerounaise française, c'était un mouvement de jeunes qui disaient non, nous ne voulons pas rentrer sous l'administration allemande, nous sommes bien avec la France et autres. Ce jeu Cafra ira jusqu'à la guerre, à la veille de la guerre, etc. Là maintenant, nous entamons notre sujet. La deuxième guerre mondiale et le réveil du nationalisme camerounais. Tout ce que j'ai fait là, c'était pour déblayer la voie. Quand la guerre éclate,
la guerre éclate, vous le savez bien. 1er septembre 1939, l'armée allemande a envahi la Pologne. Le 2 septembre, l'Angleterre déclare la guerre à l'Allemagne. Le 3 septembre, la France déclare la guerre à l'Allemagne à son tour. Donc, c'est l'Angleterre et la France qui ont déclaré la guerre à l'Allemagne. L'Allemagne ne leur a pas déclaré la guerre. Donc, la guerre commence. Il y a, comme vous le savez, la drôle de guerre. C'est finalement en mois de juin 1940 que la France est envahie et vaincue en 2-3 mouvements pour ne pas être méchant. Maintenant, vous avez un bonhomme qui était secrétaire d'État à la guerre, il fuit par en Angleterre. Quand il va en Angleterre, plein de gens le suivent là-bas. Donc là, maintenant, notre histoire va s'accélérer. Comment elle va s'accélérer? Le gouvernement de Vichy, comme on l'appelait, qui était au pouvoir en France, à Paris, était influencé par les nazis et autres. Et nous avions comme gouverneur général, comme gouverneur au Tchad, un homme qu'on appelait Félix Eboué. Félix Eboué, c'était un Guyanais noir, comme Vincent Ganti, qui était gouverneur du territoire du Tchad. Et lui, il s'est désolidarisé du régime de Vichy, parce qu'il savait, on explique, qu'il savait que le régime de Vichy allait le destituer. En tout cas, il s'est désolidarisé du régime de Vichy. Il a dit que donc, le Tchad, lui, ne vous suit pas. Et maintenant, je voudrais que vous m'écoutiez bien, au niveau du Cameroun, le 15 juillet 1940, les Français du Cameroun ont proclamé l'indépendance du Cameroun. Je vous répète la date. Le 15 juillet 1940, des Français du Cameroun ont proclamé l'indépendance du Cameroun. Quels étaient ces Français? Il y avait, tous les autres, ce n'est pas nécessaire de les citer, les noms ont été oubliés. Aujourd'hui, moi je m'en souviens. Vous avez les gens comme les Kourouma, les Monilati et autres. Mais celui dont les Camerounais de la nouvelle génération se souviennent, c'est Coron. L'homme qui a laissé le nom du quartier Coron. Robert Coron. Oui. Robert Coron a été la personne qui a proclamé l'indépendance du Cameroun par rapport au gouvernement de Paris, en disant non, nous on n'est pas avec vous. Ils ont proclamé l'indépendance du Cameroun. Ils ont même créé un journal qu'ils ont dénommé le Cameroun libre. Mais c'était une indépendance des Blancs du Cameroun, pas des Noirs du Cameroun. C'est parce que donc ils ont proclamé l'indépendance du Cameroun que la nouvelle est arrivée en Angleterre. Cet aspect-là, on le cache toujours. On cache toujours pourquoi est-ce que De Gaulle a envoyé Leclerc, pas au Togo, qui était un ancien territoire allemand, comme nous, immédiatement au Cameroun. On le cache. Non. Les Blancs du Cameroun, qui nous maltraitaient, qui nous brimaient, ont déclaré l'indépendance, premièrement. Deuxièmement, ces poltrons-là, ils ont évacué toute leur famille en Afrique du Sud, parce que là-bas, il n'y avait pas la guerre. Tous les Blancs qui avaient au Cameroun, ils ont évacué leur famille en Afrique du Sud. Donc, quand De Gaulle et son petit groupe à Londres sont au courant de ça, il dit il faut qu'on récupère cela. Voilà donc comment est-ce que Leclerc arrive au Cameroun. Vous connaissez l'histoire, il était commandant, mais comme la ville de Douala, comme Douala était, il y avait les plus gradés que lui qui étaient des colonels, donc il s'est confectionné des galons de colonel en chemin, entre Victoria, Limbe et Douala. C'est ce qui s'est passé. Il est arrivé à Douala la nuit, il a fait son coup d'État, toute la nuit, on a arrêté, ils se sont mis à arrêter d'autres blancs là, et puis il a proclamé que le Cameroun a rallié De Gaulle. Et l'histoire de l'indépendance du Cameroun a pris fin. Et 2 jours après, il est descendu à Yaoundé, il a été accueilli par les Robert Coron et autres, qui ont dit, bon, comme c'est comme ça, nous-mêmes aussi, on renonce à notre indépendance. On suit De Gaulle. Ça, c'est une page de l'histoire du Cameroun dont on parle très peu, mais il était important que je vous parle de ça. Maintenant, comment est-ce que nous, le Cameroun, on entre en guerre? Il y a 2 choses qu'il faut retenir. Beaucoup d'anciens combattants étaient des volontaires, ça c'est clair. Mais également, beaucoup n'étaient pas des volontaires, c'était des gens qu'on attrapait de force. Maintenant, comment savoir quelle était la proportion des volontaires et des non-volontaires? Actuellement, je crois qu'il est difficile de savoir, puisque tout le monde est mort, tous les anciens. Dans mon village, j'en avais 2 oncles qui sont partis, ils sont tous morts. L'un dans les
les années 70, l'autre avait les années 80, quelque chose, sont tous morts. Donc maintenant, pour trouver le nombre de volontaires. Mais ces anciens combattants qui sont partis vont jouer un rôle fondamental dans l'éveil du Cameroun, dans le mouvement nationaliste qui va prendre corps après la guerre. Ces gens vont en guerre, arriver là-bas, ils se rendent compte que les Blancs sont des trouillards, ils fuient devant les bombardements, ils pleurent, ils meurent, ce ne sont plus des demi-dieux qu'on leur a toujours présentés, ce sont des êtres humains comme tout le monde, et ils en tuent, ils tuent les Blancs, ils voient les Blancs voler la nourriture et autres. Ces gens-là, quand ils reviennent, ils viennent s'aimer un vent de subversion au Cameroun. Donc, premier aspect. Deuxième aspect, De Gaulle se rend bien compte que ces Noirs-là qui nous ont rejoints, quand ils vont rentrer, nous ne pourrons plus les contrôler. Donc, la propagande officielle française a voulu présenter, comment dire, les réformes de l'après-guerre comme un cadeau de la France reconnaissante envers les Africains qui sont allés mourir pour elle dans les forces françaises libres. Non. Le gouvernement français s'est plutôt rendu compte que le rapport de force était en train de changer. Pourquoi? Le gouvernement français avait déjà l'expérience de Haïti, avec tout ça en ouverture, qui avait conduit une révolution victorieuse. Maintenant, ils avaient affaire à tous les Noirs d'Afrique, tous les Nègres d'Afrique, qui savaient déjà manipuler les armes, qui ont été à la guerre, qui ont vu les faiblesses de l'homme blanc, des gens qui ont subi de la ségrégation raciale. Ces gens-là, il n'allait plus être possible de les contenir comme avant. Donc, nous avions créé un rapport de force tel que la France s'est rendue compte qu'il fallait apporter des réformes. Et voilà donc l'origine de la fameuse conférence de Brazzaville, comme vous savez, fin janvier début 1944, à l'issue de laquelle De Gaulle dit, bon, on va apporter des réformes, mais il exclut, l'indépendance est exclue, premièrement, et puis deuxièmement, au mois de juillet 1944, il introduit donc, par la loi Pleven, le droit syndical, en tout cas pour le cas du Cameroun, c'était par la loi Pleven en 1944. Donc, c'est ce mélange-là qui aboutit donc à tout ce qui va suivre par. Je vous rappelle que tous les gens qui étaient au maquis, avec vous, et un peu à l'ouest, c'était des anciens combattants. Oui. Quelqu'un comme Yembak, qui était un des grands militaires du CNO. Donc, CNO, c'était l'armée que Oumio avait créée. Il avait été à la guerre. Tous ces gens-là, c'était des anciens combattants. Ce sont les mêmes anciens combattants qui ont mené la guerre en Algérie. Ce sont les mêmes anciens combattants qui ont mené la guerre d'indépendance en Indochine. Donc, quelque part, la France avait vu juste que ces gens-là, on ne pouvait plus les contenir. En conséquence, De Gaulle décide donc qu'on va faire des réformes. On va faire des réformes. La première des réformes, c'est il faut changer leur statut. Ouais. Ils organisent les élections pour la nouvelle constitution. Ces élections ont eu lieu en 1945. Ouais, 1945. Donc, je passe rapidement sur la grande grève du mois de septembre 1945. Ça va nous perdre le temps. Il y a eu une grande grève à Douala, au cours de laquelle les Blancs ont sorti les fusils, se sont mis à tirer sur les gens dans la rue à Douala. Les gens ont couru se cacher à la cathédrale, les prêtres ont sorti également les fusils, se sont mis à les abattre. À la cathédrale de Douala que vous voyez là, en face du stade d'Aqua. Il y avait eu des assassinats terribles, des Noirs qui croyaient bien faire en se cacher chez les prêtres. Les prêtres ont sorti les fusils également. Dans la continuité du racisme des missionnaires. Bon, donc, ce serait donc, on parle pas de ça. On se retrouve donc, il décide donc maintenant qu'on va nous associer à la gestion de nos pays, de nos territoires. Il y a les élections pour l'Assemblée constituante en France, le 21 décembre 1945. Maintenant, De Gaulle, en bon raciste, en bon impérialiste, un bon colonialiste, adopte une loi électorale qui veut qu'au Cameroun, un noir, pour que les noirs aient une voix, il fallait 30 noirs. C'est-à-dire que 30 noirs représentaient une voix, tandis qu'un blanc représentait une voix. Voilà la loi. Et on va maintenant élire des représentants du territoire
mais de manière ségrégationniste. Les Noirs vont élire un Noir, les Blancs vont élire un Blanc. Donc, à ces élections, Alexandre Golanga Mangabel s'est fait élire dans le camp des Noirs, dans le collège des Noirs, comme on disait, et dans le collège des Blancs, c'était Ojula, Louis-Paul Ojula, qui était élu. Ces gens arrivent à l'Assemblée. Bon, les Fouet-Boigny, les Senghor et autres, les Modibo Keïta, les Apiti, après toute l'Afrique francophone, élit les gens. Arrivé à l'Assemblée, Houphouët-Boigny introduit le 11 avril 1946 la loi Houphouët-Boigny pour abolir les travaux forcés. Donc la loi Houphouët-Boigny est une loi fondamentale pour l'Afrique parce qu'elle a mis fin aux travaux forcés. Les travaux forcés, c'était quoi? C'était l'esclavage. Je viens de vous parler du chemin de fer, comment nous sommes morts comme des fourmis en considérant le chemin de fer jusqu'à Yaoundé. Ça a été effroyable ce qui s'est passé. Donc, Houphouët-Boigny fait adopter la loi Houphouët-Boigny qui est restée dans la loi française, dans la législation française. Vous pouvez taper sur Google ou n'importe quoi, loi Houphouët-Boigny de 1946, vous allez voir la loi. 1947, c'était 47. Au fond, 46 ou 47, je ne sais plus très bien. Et au mois de mai, Lamine Gueye, qui était député du Sénégal, a introduit aussi une loi, la loi Lamine Gueye, qui, c'était en 1946, qui nous octroie la citoyenneté française. Jusqu'à cette date-là, nous étions des sujets de l'empire colonial français. Ça veut dire que nous étions des esclaves de l'empire colonial français. Nous n'étions pas des citoyens. Nous n'avions pas le droit de vote. Nous n'avions pas le droit d'aller et venir. Nous n'avions pas le droit de la liberté d'expression et autres et autres. Mais à partir de la loi Lamine Gueye, nous étions devenus des citoyens français. Donc, notre statut a changé. C'est à partir de ce changement de statut que maintenant, tout va se décanter. Vous savez que la SDN a été transformée comment on appelle ça, en ONU, Organisation des Nations Unies, et là-dedans, les territoires comme ceux du Cameroun, le Togo, la Libye, la Somalie et autres, bon, pour ce qui est de l'Afrique, il y en avait d'autres au Pacifique et autres, il fallait leur trouver un nouveau statut. Et le 13 décembre 1946 est donc sont signés les accords de tutelle sur le Cameroun. Donc, entre les Nations Unies et la France pour gérer le Cameroun et la Grande-Bretagne et les Nations Unies pour gérer également la partie du Cameroun qui leur revient. Ça fait à peu près 45 minutes que je bavarde. Je crois que peut-être il faut qu'on s'arrête là. On va continuer la prochaine fois. Oui, en fait, nous avons déblayé le terrain. On a déblayé le terrain. Je vous ai montré les forces, ce qui s'est passé. D'abord, nous avons revendiqué que notre indépendance là-bas à Versailles lors des traités de paix, ce qui nous a été refusé. Je dois ajouter que nous avons même dit que, bon, quand vous refusez de nous accorder notre indépendance, laissez-nous le choix de choisir le pays de tutelle. C'est-à-dire que nous avons adressé un nouveau mémorandum, un second mémorandum en disant ne nous imposez pas la puissance qui va venir nous gérer. Laissez nous-mêmes choisir qui va venir nous gérer. Ça aussi, ça a été refusé. Nous étions confrontés à la ségrégation raciale, à l'indigénat, le régime de l'indigénat, aux travaux forcés. Nous étions confrontés au mépris des religieux. Nous étions confrontés à la vie dure. Vous savez qu'à l'époque coloniale, pour ceux qui... Vous êtes trop jeunes, il y a des choses que, par exemple, moi, j'ai vécues à la fin. C'est après que j'ai compris cela. Quand j'étais gosse, j'étais toujours surpris de voir que lorsqu'une voiture passait, les personnes se décoiffaient. Oui. C'était une loi coloniale. Si une voiture passait, un indigène, un noir, n'enlevait pas le chapeau, il partait en prison. C'était quelque chose que... Bon, ça a disparu aujourd'hui. Ça a disparu. Mais quand une voiture passait, comme les voitures c'était entre les mains des Blancs, on enlevait le chapeau. Deuxièmement, n'oubliez pas les termes comme sans-payer. Le sans-payer. C'est-à-dire le fourgon de police. Le sans-payer, ça vient de quoi? C'était l'unique voiture dans laquelle les Noirs montaient sans payer. On les attrapait des fois, on les mettait dedans. Donc,
Les lois, nous avons simplement à nous appeler cela le sans payer, puisque on ne paye pas. Mais c'était un mauvais voyage, parce que quand vous mettez dans le sans payer, c'était pour aller en cellule, et ça pouvait se terminer par la prison. Donc, vous aviez des choses comme, par exemple, le courrier, que je vous en parle une minute. La première des choses que faisaient les colons quand ils arrivaient, c'était les communications. Il fallait qu'ils communiquent. Donc, ils étalaient le téléphone, machin, et le courrier, les lettres. Et ils avaient arrêté un nombre de jours entre les îles. Par exemple, entre Yaoundé et Gola, ils avaient estimé que en courant, ça peut prendre 7 ou 8 jours. Donc, on donnait la lettre au chef de Jacoma, qui devait courir et aller donner ça, la lettre au chef de Nyassa. Enfin, lui ou un de ses sujets, à Nyassa, jusqu'à Yaoundé. Si la lettre mettait 10 jours, on venait, on raflait tous les chefs en disant la lettre a traîné. On les enfermait, on les battait, etc. Donc l'affaire du courrier colonial, c'était une torture que vous ne pouvez imaginer. Parce que les lettres, si on venait vous remettre la lettre à 2 heures du matin, sous la pluie, vous vous leviez, vous partiez en courant, la remettre au village d'après. Et vice-versa. Et la personne qui vous remet la lettre vous dit, cette lettre va à Douala. Bon, comme vous êtes à Jacoma, vous savez qu'elle va à Douala, donc vous vous levez, vous partez donner ça au chef de Koti. Parce que la lettre ne doit pas traîner. Vous avez des choses comme celle-là qui étaient des choses abominables. Vous aviez... le régime colonial était, vous savez comment ça s'est passé, c'était les concessions. C'est-à-dire qu'un homme d'affaires vient dans la chambre de commerce de Bordeaux ou de Rennes, il dit, j'ai envie d'aller au Cameroun. On lui dit, bon, on sort la carte, on dit, bon, voici ici à Yokalima, ou je ne sais pas moi, ou Ezeka, il y a dans ce sol, il y a ceci, on peut y cultiver, ceci. Il disait, bon, je prends. Il paye les taxes, et on lui attribuait cette concession. La concession, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on lui attribuait le terrain et les gens qui y vivaient. Donc la personne venait, elle installait ses lois, exactement comme nous avons vu les favelas au Brésil, pendant les séries télévisées qui passaient au Cameroun. Le blanc qui avait la concession avait droit de vie ou de mort sur vous. Il avait le terrain, il vous commandait, il faisait tout ce qu'il voulait. Donc c'est toute cette atmosphère-là qui a été quelque chose de terrible pendant l'époque coloniale. Ça a été quelque chose d'abominable. Et que la loi, les 2 lois dont je vous ai parlé, la loi Houphouët-Boigny, qui a mis fin à cela, donc aux travaux forcés, le 11 avril 1946, et la loi de la Minguet du 7 mai, donc 1 mois plus tard, qui est venue nous attribuer la citoyenneté française en Angoulé. Donc à partir de là, nous avons donc démarré la lutte pour notre libération. Je crois qu'on a... et enfin, je dois vous rappeler, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, que c'est le 13 décembre 1946 que nous avons signé les accords de tutelle. Que disaient les accords de tutelle? Les accords de tutelle disaient que reconnaissez notre droit à accéder à l'indépendance. C'est ça que les accords de tutelle disaient. Et ce sera le fondement de la lutte, de notre lutte, en disant, nous ne sommes pas une colonie sur le plan légal. Même comme sur le plan pratique, nous le sommes, parce que nous étions gérés par le ministère de l'économie. Et puis, à partir de 1946, par le ministère de la France d'Outre-mer, exactement comme les autres territoires coloniaux. C'était les mêmes fonctionnaires qui venaient chez nous, qui allaient au Mali, etc. Mais, sur le plan légal, juridique, nous aspirions à l'indépendance, à la différence des autres pour qui ce n'était pas prévu. Donc, nous retournons en 1946 avec cette situation. Et les anciens combattants sont là, ils sont extrêmement embêtants pour les Français, ils ne se laissent pas faire. Nous allons, à partir de ce moment-là, lancer dans la lutte pour l'indépendance. Je voudrais qu'on s'arrête là aujourd'hui, ça fait presque 50 minutes que je parle, je crois qu'il y a des questions. On va... En fait, tu as énormément de succès, je vais te le dire, beaucoup plus que prévu, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont connectées, et qui sont connectées actuellement, même encore, qui sont en direct. Et comme je te l'avais dit, 1 heure, ça sera court. Donc en réalité, j'informe qu'on n'a même pas encore abordé le sujet. Monsieur Enom Meyomese, et non, parce que moi, je dois prononcer correctement, je ne peux pas me tromper là, et non, a d'abord déblayé pour poser le problème. Mais on n'avait pas anticipé que cette introduction qui permet de poser le problème là
prendrait plus d'une heure parce qu'on a prévu une heure et quart. Et alors, comme il est un peu fatigué, très intéressant cette première partie. Je te dis tout de suite que moi, après ça, je vais réécouter. Parce que, bon, comme j'étais au four et au moulin, j'écoutais, je regardais les questions et tout. Je vais vraiment réécouter ça après. Ça vaut la peine d'être écouté tellement c'est riche. C'est riche, ça vaut la peine d'être réécouté. Bon, j'ai même envie de dire, il fallait que cette introduction-là ne soit pas la première, parce que là, on est en train, malgré le succès, et l'idéal, c'était que cette introduction soit déjà quand les gens ont déjà la routine. Mais enfin, on va les repasser en différé. Moi, je vais réécouter en différé, je vais conseiller ça à tout le monde, parce que c'est vraiment très, très intéressant. Bon, je veux dire qu'en fait, il n'y avait pas vraiment beaucoup de questions hein, en tant que tel. Il y avait juste des précisions, parce que tout le monde n'a pas ta vision de connaissance. C'est-à-dire que quand tu es en train de passer des étapes, les gens ne savent pas qu'il y a eu d'assemblée représentative. Non, non, on n'est pas encore là. Non. Non. C'est maintenant que tout ça va naître, les ARCAM et tout ça. Ah oui, oui, on oui. a planté le décor. Le décor, on oui. On est venu, si vous voulez, de l'époque allemande à la citoyenneté camerounaise. La citoyenneté camerounaise. Si vous voulez, on est parti de l'esclavage de sujet à citoyen. Voilà. Non, mais ça, j'ai bien. Esclave à votant. L'homme des travaux forcés à un employé qu'on doit payer, à un syndicaliste. Dans les travaux forcés, il n'y a pas de syndicat. Mais maintenant, à partir de 44, il y a les syndicats. Vous voyez? Exactement. À partir de 45, 46, nous allons aux élections. Avant, il n'y avait pas d'élection. C'est le gouverneur qui prenait ses décisions et informait par Paris que j'ai décidé ceci ici. Il n'y avait pas d'élection. La justice était aux mains du gouverneur. Et tout ça, donc 46 a changé tout ça. Donc c'est maintenant qu'on va entrer dans les ARCAM, et les ATCAM, et les ALCAM, et l'indépendant, et la loi cadre de fer, et le scrutin, comment on dit, de 1951, et le scrutin pour l'Assemblée nationale à Paris, et le scrutin de 1952 pour l'ARCAM. Et puis le scrutin de 1900 janvier 56 pour l'Assemblée nationale à Paris, le scrutin de décembre 1956 pour l'ARCAM, qui est devenu ARCAM au mois le 10 mai 1900. Je voudrais donc vous rappeler que nous sommes aujourd'hui le 13 mai. La première fête officielle du Cameroun, c'était le 10 mai. Le 10 mai. Nous l'avons célébré pendant un certain temps. Qu'est-ce qui s'est passé le 10 mai? Le 10 mai, c'était la date à laquelle l'Assemblée territoriale du Cameroun, élue le 23 décembre 1956, était devenue l'Assemblée législative du Cameroun. Quelle était la différence? L'Assemblée territoriale, comme l'Assemblée représentative, n'avait pas de pouvoir législatif, c'est-à-dire que nous ne faisions pas nos lois. C'est donc à partir du statut du Cameroun qui a été donc promulgué le 16 avril 1957 que nous avions donc désormais la possibilité d'élaborer nos lois. L'Assemblée territoriale du Cameroun, élue le 23 décembre 1956, s'est transformée en Assemblée législative du Cameroun. Et l'Assemblée législative, la date était donc le 10 mai 1957. Nous avons donc estimé que c'était un grand pas en avant pour nous, pour notre liberté. Nous avons donc décidé d'en faire notre première fête nationale. Donc le 10 mai a été la première fête nationale. En ce temps-là, on n'avait même pas encore idée de la date d'indépendance, parce que la date d'indépendance a été adoptée par une résolution de l'Assemblée législative de l'ALCAM du mois d'octobre 1958. Donc, on a d'abord choisi le 10 mai comme notre fête nationale, parce que cette fois-là, nous avions enfin la possibilité, premièrement, d'éditer nos lois. Deuxièmement, nous allions former notre propre gouvernement, donc de nous gérer à nous-mêmes. Et nous avions notre statut, qui était une sorte de constitution avant la lettre. Et la loi du 16 avril 1957 a apporté quelque chose de fondamental, qui est quoi? Qui est que c'était la création de l'État du Cameroun. Ça, c'est très important. Donc, l'État du Cameroun a été créé avant l'indépendance. 1. 2. La loi du 16 avril 1957 a en même temps créé la citoyenneté camerounaise. Donc, nous étions devenus des citoyens camerounais avant l'indépendance. Les autres territoires africains n'ont pas eu cette possibilité. Ouais. Donc, et à partir de cette loi, le 10 mai 1957, l'ATCAM est devenu l'ALCAM. Nous sommes donc, ça a été donc la première fête nationale du Cameroun, le 10 mai 1957. Okay. Donc, c'est tout ça qu'on va donc aborder maintenant. Il fallait déblayer le terrain. Avant, c'était... Bon, je reconnais que je suis allé excessivement vite, parce que chacune des parties que j'ai développées mériterait 3-4 émissions. Voilà, exactement. Mais
Mais on Il ne faut pas non plus vous bassiner avec cette histoire-là. ça ne Vous bassine n'y pas, allez. ça passionne là pour l'instant. Parce que là, les gens sont connectés encore là. Donc ça ne bassine pas les gens, au contraire, ça les passionne. On, Non, moi, je veux dire, tout ce que j'ai dit là, c'était, bon, et les Vincent Ganti, et les Samuel Autin, et l'hymne, et comment on dit, le statut de comment on dit, le Cameroun qui devient un territoire sous mandat, et les conférences de paix, bon, et la France qui voulait changer notre nom, qui a renoncé au dernier moment, toutes ces choses-là, mais chacune de ces parties mérite une émission. en effet, en Mais effet. on ne peut pas. Bon, je suis allé, je le connais, je suis allé excessivement vite, mais c'est juste pour que vous ayez déjà, vous savez à peu près ce qui s'est passé Oui. avant 1900, avant donc le grand départ de 1946. Ok. Donc c'est la raison alors pour laquelle on a choisi que M. Enom Yomus, je m'adresse au public là, commence en 1946. Comme il l'appelle, c'est le grand départ. Et Oui, pour que oui, vous oui. compreniez pourquoi il a dit qu'il commence en 1946, pourquoi il a appelé ça grand départ, il a déblayé un peu. On a pensé que ça allait être un peu plus court. Tous on pensait que ça allait être une introduction de quelques minutes. Mais vous avez vu à quel point ces sujets sont denses. Et ça a pris beaucoup plus de temps que prévu. Et là, je crois même d'ailleurs que on va continuer, mais cette première émission, on devra la refaire une fois avec toi, parce que les gens auront déjà mieux les idées fixées. Et là, ils vont alors vraiment suivre une autre fois, pas maintenant. Donc voilà. Et bon, je réponds à Michel Stop. Nous avons voulu diffuser sur YouTube aussi. Prochainement, on va commencer à diffuser en simultané sur YouTube. Euh, oui, il y a Madame Yambala qui demande si c'est possible que l'histoire du Cameroun soit racontée avant la colonisation. Ah, on verra, on demandera à Monsieur Eno s'il Non, veut. non, moi je ne connais pas bien cette période. Bah, Je vais mentir. Si je parle de ça, je vais mentir. Je ne voilà, connais pas bien cette période. voilà. Voilà, vous avez les cœurs de Isis Moyon et Tundi qui vous envoie plein de cœurs. Je regarde un peu s'il y a des questions. Euh, Il y a Madame Michelina Camores qui demande si nous sommes sortis de l'esclavage. Ça, c'est encore un débat qu'on aura après. Parce qu'en fait, après avoir, quand il va présenter comment cette partie, il va déboucher alors au Cameroun, aux politiques camerounaises actuellement. Et après, on pourra rentrer dans ces débats. Pour Mhm. l'instant, voilà. Euh, voilà. On est parti de 1884 à 1946. Voilà la période qui a été abordée. Oui, en effet, Michel Stop, c'est la période qui a été abordée, mais je vous garantis tout de suite que ça reste encore sommaire. Même s'il allait en profondeur, ça reste sommaire. Il aurait pu passer 3-4 Ah ouais, émissions. Je c'est rappelle, monsieur, et non, j'ai écrit beaucoup de livres, il a consulté beaucoup d'articles, et il a écrit des essais, des romans. Moi, je suis allé sur sa bibliographie, je vous assure, je ne pouvais pas. Je vais juste poser une question pour ceux qui veulent te lire. Quelle est pour toi tes œuvres, enfin, en roman, ton œuvre majeure à laquelle on devrait commencer, et en essai, l'œuvre majeure. J'entends ici par l'œuvre majeure, l'œuvre où tu estimes qu'on devrait lire en premier. Parce que c'est beaucoup, hein. Ça prendrait beaucoup de temps. c'est comme si vous demandiez à un parent quel est l'enfant qu'il aime le Qui plus. préfère? Ouais, j'ai compris. C'est pas simple comme réponse à apporter. Vous m'embarrassez beaucoup là. Bon, je vous montre par exemple, il y a ça que j'ai écrit sur. Voilà. Vous arrivez à voir, c'est pas Oh, oui, trop je plus. vois, je vois, je vois. Bon, ça j'ai pris sur la période allemande. Mhm. Mhm. À mon sens, à ma connaissance, c'est le seul bouquin qui parle de cette période. Bon, je reviens sur Est-ce ce que que je tu peux dis. nous dire oralement le titre, le texte, le titre? Parce qu'on voit. Histoire du Cameroun. Voilà. euh, donc, Cameroun, comme les Allemands l'écrivaient. Oui, à l'époque, oui. Histoire du Cameroun. 1884-1916, la période du protectorat allemand. Bon, Voilà. abrégé et illustré. Bon, j'ai fait un livre, il n'est pas très long, il fait 120 pages. Oui. Rapidement, la période allemande. Qu'est-ce que les Oui. Allemands Oui. ont fait? Moi j'aimerais la voir et je vais tout faire pour la voir. Je Il crois que est sur Amazon. sur Amazon. Là, je Oui, sais. oui. Donc, Bon, toujours pour la période allemande, j'ai aussi ça, Deutschland in Cameroun, c'est-à-dire l'Allemagne au Cameroun,
Donc, l'empreinte allemande au Cameroun, 1884-1939, parce que je vous ai dit que les commerçants allemands étaient revenus. Ils étaient revenus et ils s'étaient mis à faire la subversion, ce qui a donné naissance à l'âge Cafra. Bon, Mhm. ça aussi, aura De un deuxième. Sopo-Priso, Ouais, on va de Paul revenir sur ça. Sopo-Priso. On en parlera après. Ouais. Bon, sur la période allemande, il y a le roman de, je ne sais pas si j'ai encore une copie là, le roman de Koum Mbappé que j'ai écrit. Oh, je n'en ai pas là, je n'en ai plus là. Bon, j'ai écrit sur Koum Mbappé, la période allemande également. Bon, sur la période coloniale, bon, c'est mon grand livre d'histoire du Cameroun. Hein. Je l'ai pas, j'en ai plus là, il est épuisé. Vous le trouverez Amazon. sur Amazon. Bon, ça c'est un roman que j'ai écrit sur la guerre, le retour des anciens combattants. Oui. Mandomo rentre de guerre. Mandomo, c'était un oncle à moi qui est allé à la guerre. Donc, j'ai fait la compilation de ces histoires, de tous ces déboires pendant la guerre. J'en ai fait ce roman, vraiment, un roman un reportage. Hein. Bon, ça, c'est important. Je n'ai pas beaucoup de livres, les essais, là. Tout ce que, quand les copains passent ici, ils ramassent tout. Oui, il y a de quoi. Il faut leur dire d'acheter, hein, parce que vous devez quand même vivre aussi. S'ils viennent y prendre cadeau, ça va pas. Il faut quand même Ils faire. ramassent tout. Bon, ça, c'est un roman que j'ai écrit parce que je me suis plongé un peu dans la période avant l'arrivée des Blancs. Oui, Donc, je l'ai appelé la bataille d'Involué en 1881. oui. En fait, j'y parle de la vie des populations de la région de Yaoundé avant l'arrivée des Allemands. Donc, ça date de 1881. Enfin, les descriptions, comment est-ce qu'on vivait à l'époque, etc., avant l'arrivée du christianisme et tout ça, la civilisation occidentale. Bon, c'est un roman également. Les deux là sont des essais, ce ne sont pas des romans. Ça, c'est des essais. Mhm. Sur l'allemand, là, ce sont des essais. Bon, euh, après, après, on tombe sur l'actualité. Enfin, je n'ai pas tous mes romans là, hein. J'en ai beaucoup. Bon, ça, j'ai décrit l'indépendance. C'est un roman, je l'ai intitulé Quand le jour se lève. Mhm. Bon, je parle de l'indépendance du maquis de la Douala parce que ça, c'est les souvenirs de Douala. Comment est-ce qu'il y avait la violence à Douala entre les maquisards et l'armée française et autres. C'était quelque chose de terrible que j'ai vécu et dont j'ai retrouvé beaucoup de documents aux archives. Bon, j'ai écrit ce roman pour vous rappeler cette période. Voilà. Bon, sur le passé, voilà. Maintenant on tombe sur le présent. Euh, il y a ça. J'ai parlé des migrants, Mhm. tous ces jeunes gens qui viennent tenter leur vie là. Donc, journal d'un migrant africain. Africain. Oui, oui. Bon, comment ça se passe? Ça a Un été. roman. Oui, alors, ça c'est un roman. Mhm. Bon, dans celui-ci, il est très gros, il fait 400 pages, c'est un roman. Là, je parle des premières élections au Cameroun en 1992. Mhm. Donc, je l'ai intitulé Une campagne électorale. Mhm. Donc, c'est mon expérience personnelle alliée à tout ce que j'ai vu autour de moi. Oui. J'en ai fait ce gros roman, je vous dis, il fait 400 pages. Et un petit caractère. Hein. Oh. Oui. Il est vraiment gros. Bon, j'ai pas grand-chose là parmi mes livres. Là, c'est une autobiographie. En fait, Mhm. je raconte l'histoire du Cameroun vue par un adolescent. Mhm. Donc, je pars de 1954 à 1975 quand j'ai eu mon Mhm. bac et que j'ai quitté le Cameroun pour la France pour aller à la fac. Donc, je raconte un peu plein de choses que j'ai vues pendant cette période-là. Étant gosse, étant au lycée, tout ça. Euh, ça aussi. Euh, Là aussi, ici, je parle des élections. Mhm. Monsieur le DG perturbe la campagne électorale. C'est un roman. Mhm. Bon, oui. Euh, Là aussi, c'est un roman. Les larbins joyeux. Mhm. Moi, Là, je propose qu'on les découpe, hein, parce que les gens vont oublier. C'est pour ça que je voulais qu'on commence par les majeurs, parce que je veux absolument que les gens retiennent tes œuvres. non, il faut qu'il aille Amazon. Vous voyez? Le côté direct et visuel, je connais les Camerounais, les intéresse.
Donc, on va à chaque émission présenter d'autres, les résumer même un tout petit peu, comme tu fais là, une sorte de résumé. Il faut vraiment que les gens retiennent tes œuvres pour qu'ils ne passent pas ça à la volée, parce que c'est très, très intéressant. Il y a aussi la poésie. Oui, ça, j'ai aussi vu. J'ai aussi des recueils de poèmes. Où sont-ils? Ils sont cachés? Non, ils sont là. En voici un. Oui, je sais pas où sont tous les autres. Vous savez, je suis un peu merdique. Hein? Je suis un peu embrouillé. Bon, ça c'est mon anthologie de poésie. Oh, ben la prochaine fois, j'ai quand même quelques bouquins de poésie ici. Je ne sais pas là où je les ai mis. Bon, ben enfin, il y en a plein. Voilà. Donc, je réponds à M. Yvongue, vous qui a dit très bonne initiative. Cependant, dans le contexte sociopolitique actuel, comment se fait-il qu'aucun anthropologue ne puisse il voulait dire expliquer, mais il a mis O à la place de Q. Il voulait mettre P. L'impact des cultures sur la cohésion sociale au Cameroun. On verra si on peut aborder ça, si on peut avoir un point de vue dessus. Non, pas moi. Vous pouvez venir dans les... Oui, non, ça c'est clair. Liberté, et puis je vois une question à prendre en compte que je me pose toujours, de M. Koulouba, Nyabiboto, EPC. Est de savoir, est-ce que les archives du ministère des colonies françaises sont accessibles et comment peut-on y avoir accès? Oui, ils ont tout déporté à Aix-en-Provence, dans les archives coloniales, oui. Si vous entrez là, vous n'en sortirez pas, il y a tellement de choses à microfilmer, à photocopier. Oui. Voilà. Je vais voir au salon si j'ai pas mes recueils de poésie. Oui. Donc, voilà, Monsieur Hainaut vous a répondu. Madame Gajulienne demande donc qu'on lui explique la loi cadre de Gaston Defferre. Donc, dès qu'il revient, il vous parlera de ça. La loi cadre de Gaston Defferre. Il y a... Non, la loi cadre de fer, c'était en 56. La loi cadre de fer. Voilà, exactement. C'était la loi qui a été votée à un moment où la pression que nous exercions sur la France avait atteint des sommets. Ben voilà. Et la France n'arrivait plus à tenir le coup, donc nous réclamions l'indépendance. Elle a donc, on va dire, coupé la poire en deux. Elle a édité la loi cadre de fer qui nous accordait l'autonomie interne. Nous voulions l'indépendance et ils nous ont dit non, on vous donne l'autonomie interne. Vous voyez? Et pour la petite histoire, nous avons rejeté cela à travers, et il y avait au Cameroun ce qu'on appelait, il y avait une boisson qu'on appelait Kiravi. Kiravi, c'était une grande bouteille de vin rouge. Donc, c'était avec K. Et le Cameroun avait transformé ça en ceci. Kiravi, K, Cameroun, I, international, R, refuse, A, autonomie, V, veut, I, indépendance. Kiravi, Cameroun international, refuse, autonomie, veut, indépendance. Donc c'est comme ça que nous avons transformé le nom Kiravi, la bouteille Kiravi. Ça a été, les gens n'ont pas voulu ça. Ils n'ont pas voulu de l'autonomie interne. Ça a été un rejet franc. Bon, mais en même temps, comme il y avait les élections à l'Assemblée territoriale le 23 décembre, bon, on y est quand même allé. Bon, j'ai trouvé des bouquins. Bon, ça, j'ai écrit sur Djekam, c'est un essai sur Djekam Tchameni. Bon, j'en ai pas beaucoup là. Bon, ça, c'est un recueil de poésie. Je l'ai intitulé tu viendras reconstruire l'amour avec moi. Là, je parle de toute la violence qui se déroule actuellement au Cameroun, en poésie. Bon, ça, c'est un recueil de poésie sur la ville dans laquelle je vis. Il est en français et en allemand. Dans Frühlings in Darmstadt, ça veut dire
Le printemps à Darmstadt. Gedicht, ça veut dire poésie. Bon, ça, c'est un recueil de poésie bilingue en français et en néerlandais. Ça, oui. Parce que je me dis que nous devons faire très attention à la disparition de nos langues nationales. Et il nous revient à nous, les intellectuels, de prendre le relais sur les chanteurs et autres. Les chanteurs ont préservé nos langues, parce qu'ils chantent dans nos langues, en bassa, en fulfulde, tout ce que vous voulez. Ils maintiennent nos langues en vie. Mais nous, les écrivains, nous ne faisons pas ça. Nous contribuons beaucoup à la destruction de nos langues. Donc, il faut que nous, les écrivains, nous prenions le relais. Par exemple, ça, j'ai donc écrit ça, c'est un recueil de poésie également, en français et en langue boulou. Oui, oui. Donc, voici un roman que j'ai écrit entièrement en langue boulou, ce roman. Et je suis en train d'apprendre la langue bassa et la langue douala. Ensuite, je vais m'efforcer d'apprendre le fulfulde et peut-être une ou deux autres langues. Bon, voilà à peu près ce que j'ai là comme bouquin. J'en ai très peu. Des réactions. Une ou deux autres questions. Des réactions, il y a beaucoup de gens qui aimeraient que vous reveniez sur tout ce que vous avez dit au début parce qu'ils sont passionnés. Ils ont bon, et il y en a qui demandent, je dis leur ce qu'ils demandent. Donc après on va voir ce qu'on peut faire. Mais il y a énormément de demandes de gens qui disent mais est-ce qu'ils pourraient revenir? C'est très très passionnant, c'est vraiment très intéressant parce qu'en fait tu as ouvert un volet que beaucoup de gens ne connaissent pas. En tout cas quand ils connaissent pas avec autant de précision. Donc, oui, c'est-à-dire que je reviens à ce que j'ai dit. Nous, les intellectuels, nous qui nous proclamons comme tels, nous sommes très paresseux. Nous sommes très paresseux. Qu'est-ce qui m'a amené à écrire? Quand j'étais étudiant, moi j'ai fait l'Institut d'études politiques à Strasbourg. Donc, nous avions plein de livres qui étaient écrits sur les hommes politiques français de la 4e République, c'est-à-dire après la guerre, tout ça, et la 5e République et tout et tout. J'étais toujours rêveur. Je me disais, mais pourquoi pas nous, dans notre pays? Il y avait ça, il y avait toute l'histoire de l'entre-deux-guerres, là. Bon, ça me manquait. C'est ce qui m'a vraiment poussé, moi, à écrire. Mais je ne comprends pas que plein de gens qui ont été à l'école comme moi ne le fassent pas. Moi, je ne fais pas de miracles. Pourquoi les autres racontez ce que vous avez vécu. Fouiller les archives, publier. Je ne comprends pas ce qui se passe. Donc, il y a ce manque. Oui, c'est normal que les Camerounais se plaignent. C'est nous les responsables. Laissons d'abord la France. C'est nous les responsables. Nous ne travaillons pas assez. Nous qui nous proclamons intellectuels. Oh, docteur est ceci. Vous êtes docteur agrégé de lettres françaises et vous ne parlez pas le bassa. Vous êtes quel genre d'intellectuel? Vous ne parlez pas le fulfulde et vous dites intellectuel. Vous ne parlez pas le douala. Vous êtes agrégé d'allemand, agrégé d'espagnol. Vous vous en vantez. Hein? Oui, vous mettez à parler le français là. Oh ben dis donc. L'autre se met à parler l'anglais comme les Américains. Quand ils parlent, vous ne comprenez rien. Vous êtes peut-être un grand intellectuel parce que vous avez lu Shakespeare. Mais vous n'arrivez pas à parler les tonnes. Les tonnes, voilà. Vous ne parlez pas le baganté et vous êtes un intellectuel. Juste entre parenthèses, à propos de ça, quand j'allais travailler à Douala, donc, comme j'avais rendu, c'est quand je voyais quelqu'un, je lui demandais de me dire bonjour, moi, dans sa langue. Je savais dire bonjour en bafan, en bafoussam, en foufoulé et tout. Le pire, c'est que moi, on m'a traité de tribaliste. Les Camerounais sont déjà tellement compliqués que dès que tu sors une langue maternelle, ils pensent que tu es tribaliste. Alors que notre devoir est de faire vivre nos langues maternelles. C'était une parenthèse. Il y a quelqu'un qui a témoigné avoir acheté ton livre en Allemagne, mais comme ça défile vite ici, j'ai du mal. Oui, ma jolie, bonjour sœur. Il a montré des livres en boule ou des recueils de poèmes en boule aussi. On va vous les repasser. Salut Majo, salut Ressé. Tu ne m'as pas appelé depuis longtemps, hein? C'est ma cousine là, elle est Yembon, comme moi. Lien, voilà, il y a Michel Stop qui a publié le lien d'Amazon pour tout le monde. Oui, Michelina Carmos me demande d'épingler les différentes œuvres. Je vous assure qu'il y en a beaucoup. Je suis allé chez Amazon, il n'y en a pas beaucoup. Déjà en comptant, j'ai eu mal aux yeux. Non, mais je pensais que j'allais trouver 4, 5, 6.
Donc, je vous assure, allez sur Amazon. C'est pour ça que j'ai voulu qu'il nous présente ce que lui considérerait comme des œuvres majeures. C'est-à-dire par Non, rapport auquel on devrait commencer. Ce qui est très difficile pour lui. non, Comme il a dit lui-même, c'est comme demander à un père de choisir ses meilleurs enfants. Donc, c'est ouais. pas facile. Donc, moi c'était. Je voulais voilà. La bibliographie de l'intervenant peut se retrouver sur Wikipédia. Je ne sais pas si elle est complète, mais moi Non, j'ai vu. sur Wikipédia, j'ai été dégoûté parce que des voyous sont allés mettre des choses là-dedans en me présentant comme un sécessionniste, Voilà. un génocidaire. C'est la bande des voyous qui sont là-bas à New York, les casseurs d'ambassade, ils sont allés salir ce qui a été écrit sur moi sur Wikipédia, ce qui fait que ça m'a dégoûté, je n'y intéresse plus. Ok. Il y a monsieur Olivier Marco Tchungi qui dit: je voulais juste que ma question remonte chez monsieur Eno. Pourriez-vous la reposer? Parce que je n'ai pas pu la voir. Ça défile vite devant moi. Donc, je n'ai pas pu la voir. Donc, réécrivez-la s'il vous plaît. Vous pouvez même m'appeler aussi. Vous pouvez m'appeler. Hein. Nous, on est sur Web TV, on ne sait pas en direct. Donc, si quelqu'un appelle là, ça ne va pas couper le direct. Voilà. Monsieur Michel Foyette, pardon, comportez-vous correctement, s'il vous plaît. C'est vraiment pas, nous, on n'a pas voulu faire un- une web TV où les gens s'insultent. S'il vous plaît, essayez d'éviter ça, surtout avec les dames. S'il vous plaît, évitez ça. Il y a beaucoup de directs où on se crève le chignon. Nous, on n'a pas envie de faire ça. Parce que, bon, chacun est capable de le faire. Donc, s'il vous plaît, épargnez-nous ça. Vous êtes correct là jusqu'à présent. Je ne sais pas pourquoi vous dérivez. Voilà. Je regarde, hein. Enfin, essayez de vous comporter correctement sur le dialogue. C'est pas la peine de venir s'engueuler ici. Oh, Michel Foyette, franchement, je vous dis tout de suite, moi j'aurais lu une phrase comme ça, je vous bannis, hein. S'il vous plaît. Effacez vous-même votre commentaire. J'ai effacé vous-même votre commentaire. C'est pas digne. C'est pas digne d'écrire ce genre de choses. Il y a un âge où on n'écrit pas ça. En fait, il y en a qui insultent d'autres et ça a rien à voir avec toi. Essayez de vous tenir correctement. Ben, oui, on n'a pas envie de commencer à exclure les gens de la page. Donc, comportez-vous correctement. C'est pas besoin de. J'essaie de voir parce qu'il y en a beaucoup, hein. Voilà. Oh, mais qu'est-ce que je fais là, franchement? Monsieur Foyer, je vous expulse ou quoi? Regardez ce que vous écrivez. Oh, ben voilà, voilà, voilà. Je crois qu'on va vers la fin de cette émission. On résume à peu près. Normalement, on devait parler de la période bouillante de l'éveil des consciences politiques qui va commencer vers 1956-1957 et qui va aboutir à nos indépendances et qui va préfigurer le paysage politique tel qu'il est aujourd'hui. Et alors, pour placer ça d'ailleurs, pour justifier simplement pourquoi M. Hénon a voulu commencer en 1956, il a dû faire une introduction. 46, 46, En 46. 1946, justement, 1946, d'ailleurs, après 1945, euh, 46, il a fait un petit débriefing. Et ce débriefing a fait lieu, on a pensé que ça allait durer 15 minutes d'introduction, mais c'était tellement riche que c'est resté beaucoup de temps. Donc, à mercredi prochain, nous vous donnons rendez-vous. Oui, merci. Il y a Armand Willy qui dit que vous êtes un véritable intellectuel, pas ceux avec des faux diplômes. Bonjour Armand. Il y a vous aussi, vous faites de très jolis directs. Euh, enfin, des directs éducatifs. C'est des personnes. C'est l'une des personnes. Voilà. Voilà, apparemment, il n'y a plus. On ne bloque pas les Camerounais ici. Oui, bon, d'accord, on ne bloque pas les Camerounais, mais comportez-vous correctement. Évitez. Voilà, voilà. Monsieur Michel Foyer, je vous en prie. Pourquoi on vous bloquerait? Si vous n'êtes pas content, partez. Mais ne vous mettez pas à écrire des insultes. On n'a pas envie de commencer à bloquer les gens.
On fait une émission éducative qui nous éduque sur notre passé, parce que sans notre passé, on ne sait pas ce que nous sommes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des partis politiques qui n'ont pas d'enracinement. Vous pouvez voir d'ailleurs dans le paysage politique, certains n'ont aucun enracinement. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle ces partis-là n'ont pas d'idéologie. C'est moi, enfin, à mon avis, hein, c'est mon point de vue personnel. Et je crois que pour bien comprendre le paysage politique, il faut, il faut, oui, ça lui vale, et qui vous encourage beaucoup. Voilà. Donc ça va un peu. Ouais. Bon, voilà. Monsieur Michel Foyer a dit je termine. C'est bon. Voilà, ça veut dire qu'on n'aura plus d'insultes. Merci beaucoup de votre compréhension. Ne parlez à personne, même pas à Solange. Il n'y a pas lieu d'insulter les femmes. Surtout pas Solange. Voilà, voilà. Oui, il y a Sylvie Noël qui dit merci pour l'initiative. Donc, on va devoir s'arrêter là parce que si on devrait recommencer la deuxième partie, on partirait pour 4 heures de direct, pour 4 heures d'émission. Mais là, on est déjà passé, on est à 22h24 et je vous dis, on comptait passer de 20h30 à 21h30. On a une heure en plus. Tellement c'est passionnant. Tellement ça a été passionnant. On est très content que vous ayez été là, nombreux. On vous donne rendez-vous mercredi prochain. Mais entre-temps, moi-même, je vous donne rendez-vous lundi prochain où je vais essayer d'analyser la guerre Covid. Parce que c'était une guerre. Et vous allez d'ailleurs vous rendre compte que comme la Première Guerre mondiale, comme la Deuxième Guerre mondiale, maintenant il y a une Troisième Guerre mondiale et les conséquences et les préparations avant-guerre sont les mêmes. Comme j'ai vu qu'aucun média n'en parlait, je vous rappelle, comme M. Hénon vient d'expliquer, il y a eu un ordre mondial après la Première Guerre mondiale. C'est ça qui a donné la Société des Nations. C'est bel et bien un ordre mondial, parce qu'on crée une société qui est supranationale. Après la Deuxième Guerre mondiale, on a créé l'ONU. Nous sommes, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est le chef d'État français qui a dit 6 fois nous sommes en guerre. On va donc essayer d'analyser cette guerre-là, ce virus-là, qui est vraiment une guerre, et on va essayer de regarder du point de vue purement diplomatique. Vous savez très bien, M. Guillaume s'en a parlé, comment Paris a été la capitale diplomatique au monde pour les traités de Versailles. Tout le monde venait à Paris, il vous en a parlé tout à l'heure, et vous savez très bien les conséquences de la Deuxième Guerre mondiale. Je ne vais pas revenir dessus. Mais ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a exactement les mêmes choses maintenant. Et on va défricher ça. Moi, je vais faire ça lundi avec mon émission que vous connaissez toujours, vivement lundi prochain, avec Ham. Et là, on va parler de l'aspect diplomatique, géodiplomatique, de l'aspect géofinancier. Vous avez bien entendu que la BCE a racheté les dettes des pays européens, que la Fed a acheté les dettes des États-Unis. Je m'arrête là pour l'instant. On va faire une analyse profonde de ça lundi prochain. Tu pourras venir avec nous si tu veux. Je peux me retirer? En fait, non, je suis en train de conclure l'émission. Ah. C'est ton émission, hein, c'est pas la mienne. Moi, je suis là pour t'accompagner. Je suis en train de conclure. Donc, je suis en train de conclure en disant que tu nous reviens mercredi prochain. Je serai là lundi. Si ça t'intéresse de venir parler finance, donner ton point de vue, il n'y a pas de problème. Moi, je te prends en duplex quand tu veux. Et mercredi prochain, tu nous prépares alors le vrai corps du sujet. Et pour l'instant, on va remercier tout le monde d'avoir été là et on va remercier tout le monde du support. Ceci dit, je vais donc lancer le générique de fin d'émission et à la semaine prochaine. Merci, au revoir à tout le monde. Voilà. Voilà, exactement.